Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce premier épisode du Labo. Je vais faire une courte présentation de qu'est-ce qu'on essaie de faire ici avec ce projet. Dans le fond, c'est une idée que je voulais essayer de construire sur le fait que on a beaucoup de phénomènes humains qu'on a de la misère à discuter dans les dernières années, ou du moins j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Ou quand on en parle, c'est trop spécialisé, où on sent qu'on laisse beaucoup trop de gens à l'égard de la conversation. Et là, je me lance dans l'idée où ce que les conversations que j'aimerais avoir sur cette chaîne sont à la grandeur de ce que l'expérience humaine peut être. Donc, de l'aspect psychologique jusqu'à physique et même spirituel, si on pourrait toucher à ça. Donc, la conversation qui aura aujourd'hui, c'est avec Chanel Vincent Dubé, une étudiante au 2e cycle en communication internationale et interculturelle à l'UQAM, sur le phénomène des dénonciations qu'il y a eu cet été. Je crois que pas mal tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, mais justement, je crois que c'est important aussi qu'on puisse avoir une discussion plus ouverte sur les problèmes concrets qui sont alentour de ce phénomène, ainsi que les solutions qu'on pourrait apporter dans notre vie d'une manière extrêmement pratique, là, presque clé en main. Et je crois que pour trouver ce genre de choses, il faut avoir les conversations avec les gens qui regardent les expériences et les phénomènes vécus par les personnes concernées. Donc, la tentative de ce podcast et des prochains qui lui aura lieu aussi, c'est de créer cette opportunité-là pour parler de choses difficiles, mais dans un aspect constructif, plutôt que de juste interviewer pour savoir, mais plutôt discuter pour approfondir, construire quelque chose de commun et créer comme une banque d'informations qui peut être distribuée de manière gratuite, premièrement, ça c'est sûr et certain, mais l'idée aussi c'est de créer comme cette idée que d'avoir des conversations sur des sujets difficiles n'est pas obligé d'être difficile et que ça peut nous apporter énormément de bénéfices de le faire. Donc, voici un peu le contexte du projet que j'essaie de monter avec le labo. Petit disclaimer pour cet épisode, mon micro m'a complètement lâché pendant l'enregistrement. Je l'ai malheureusement pas remarqué durant la discussion, donc bear with me, ça va être un petit peu difficile pour les oreilles. J'ai essayé mon possible pour ramener le son à une tolérance des plus professionnelles possible, mais il y avait quelque chose que j'avais oublié de faire et c'était de bien choisir le micro que j'allais utiliser pour cette entrevue. Donc, mon erreur, je m'en excuse, mais je crois quand même que le contenu de la discussion a son mérite et se doit d'être montré. Donc, sur ce, ça va être quelque chose dont je vais travailler pour les prochains épisodes, mais j'ai vraiment envie que la conversation qu'on a eue avec Chanel soit partagée et entendue, car il y a des choses extrêmement importantes, selon moi, qui ont été amenées et qui ont le mérite d'être entendues. Donc, sur ce, je vous présente Chanel Vincent Dubé. Alors, bienvenue à tous. J'aimerais présenter Chanel à notre première émission du Labo. Est-ce que tu pourrais te présenter, du moins, domaine d'études que tu fais, ton cheminement, puis qu'est-ce qui t'a poussé à parler, ou du moins étudier le thème qu'on va avoir à parler aujourd'hui, qui est les dénonciations qu'il y a eu pendant l'été 2020. Oui, moi c'est Chanel Vincent Dubé. Je suis en ce moment au 2e cycle en communication internationale et interculturelle à l'Université du Québec à Montréal. Et je suis aussi membre de la chaire de recherche, le GIRACI, qui porte sur les communications internationales et interculturelles aussi. Ce projet est un projet vraiment personnel qui vient, veut pas, des discussions qu'on peut avoir autour d'une table en été avec une petite bière dans le nez sur les dénonciations sur le web. Donc, à la base, je m'étais vraiment impliquée pendant le mouvement MeToo quand j'étais sur l'assaut de la FELC, donc mon assaut facultaire. Puis quand on a commencé à en parler, j'étais curieuse de savoir si ce qu'on voyait dans les médias était réellement ce qui se passait dans les médias réseaux sociaux
ou s'il y avait comme un clash, puis je n'étais pas certaine d'être en mesure de l'expliquer sans à l'approfondir. Donc, j'ai cherché à vouloir approfondir le mouvement qu'il y a eu cet été pour mieux comprendre, puis peut-être mieux faire des ponts peut-être intergénérationnels ou pour comme créer comme une explication qui permet aux gens de mieux comprendre cette démarche-là utilisée par les plaignantes. OK. Ouais, c'est intéressant parce que là, c'est sûr que cet été, ce qui s'est passé, ça a été extrêmement réactif. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont ouvertes. Puis les réactions que ça a causé, parce qu'on faut le dire, là, les réseaux sociaux, une fois qu'on ouvre les portes, on contrôle plus comment que les gens réagissent. Puis ça a créé beaucoup de mouvements. Du moins, je crois que tu as remarqué, cet été, ça l'a fait parler beaucoup de monde. Pas nécessairement ce que les gens témoignaient qu'ils avaient vécu, mais plus les réactions que ça faisait. Est-ce que je m'égare un peu là-dessus? Non, en fait, tu as totalement raison. En fait, il y a eu plus de couverture médiatique quant au risque, mettons, de diffamation des victimes ou de couverture médiatique quant les impacts sur la carrière des personnes qui sont présumées agresseurs que sur littéralement ce que les personnes plaignantes disaient. Donc, il y a quand même un gros clash entre les deux. Puis, tu sais, tu avais dit que tu étais déjà impliqué dans le premier mouvement MeToo. À ce moment-là, si on se souvient un peu de du moins moi, mon souvenir, c'est que ça a commencé aux États-Unis avec les plaignantes par rapport à le cinéaste ou le directeur, je me souviens plus exactement de son nom, c'est Weinstein, une affaire comme ça? C'est Weinstein, yeah. Est-ce que dans ce processus-là qui a été long, difficile, puis j'imagine insoutenable pour certaines victimes de ces personnes, ça a comme créé une mauvaise confiance envers le système de justice pour les plaignantes? Ah, ben c'est une maudite bonne question. En fait, je sais pas si tu le savais, mais tu as eu avant l'affaire Weinstein, puis je sais sûrement que je le prononce mal, puis je suis désolée à ce niveau-là, mais il y avait eu les agressions non dénoncées au Canada. Donc ça avait été comme la première vague. Après, tu as évidemment le MeToo qui a été vraiment international après ça. Mais effectivement, après avoir mis le doigt sur le bobo qui est en quelque sorte la culture du viol, puis les rapports de force qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, ou juste en général, dans le cadre soit du travail ou dans les relations interpersonnelles, il n'y a pas vraiment eu de débouchés satisfaisants, si on peut dire ça comme ça, de la part des gouvernements. Il y a eu au Québec un budget accordé dont les chiffres sont dans ma rédaction, mais les chiffres actuellement, je ne me rappelle plus trop. Mais ça, il y avait eu un budget d'accordé pour réfléchir ou pour parler de tout ça, mais étant donné qu'on ne sait pas où l'argent va, on ne sait pas c'est quoi le but, on sait juste qu'il y a un budget quelque part, on ne sait pas en ce moment où on en est rendu. Donc, évidemment, après, je pense que c'est comme 6 ans après la première vague, quand on voit qu'il y a aussi peu de débouchés, ben, c'est sûr que les gens ils font moins confiance en ce moment aux institutions actuelles en pouvoir. Fait qu'ils trouvent des alternatives. C'est un peu ça l'idée. Oui, d'une certaine façon, oui. Et en plus, là, tu parlais que le gouvernement, mettons là, si on se concentre à notre réalité, là, au Québec-Canada, ils ont débloqué des fonds, mais les actions concrètes depuis, mettons, parce que là, je connais pas la chronologie exacte, là, mais quand ça a été les premières dénonciations, tu me parlais avant le MeToo, il y en a eu. Mettons, si on parle d'années, ça représente combien de temps à peu près? Comparativement, mettons, à cette année-ci, le mouvement MeToo était, je pense, en 2018. Okay. Puis l'agression non dénoncée qui a été faite, si je me rappelle bien, c'était de journalistes de Radio-Can ou CBL. Rendu là, je vais juste laisser le hashtag agression non dénoncée. Ça fait 6 ans à peu près de ça. Okay. Puis, quand même, 6 ans déjà, là. Là-dedans, dans ce time-lapse-là, des actions concrètes, est-ce que tu en as vu? Il y en a eu quelques-unes. Puis, je pense qu'il y a comme la date, en fait, le temps de péremption, mettons, d'une plainte a été enlevé au Québec. Donc, ça fait partie des trucs qui ont été faits de manière concrète. Juste pour être sûr, si je te suis, là, les dates de péremption, c'est dans le sens où une agression serait arrivée. Si tu la dénonces dans le temps, c'est quand même valide. Est-ce que c'est ça?
Ouais, c'est ça. Avant, il y avait un nombre limite de temps. Donc, si c'est une agression qui s'est passée à l'enfance, mettons, je pense que c'était comme 10 années, mais là, il faudrait qu'on confirme. Là. Mhm. Donc, 10 années plus tard ou le X nombre d'années plus tard, tu pouvais plus faire de plainte. Donc, ça tombait un peu dans l'oubli. Puis, malheureusement, comme il y a certaines personnes qui ne pouvaient plus faire de plainte à partir de ce moment-là. Donc, il y a ça, évidemment. Puis, je pense que pour les normes du travail, je pense qu'il y avait un délai restreint qui s'était, je pense qu'il s'était élargi à 2 ans maintenant. OK. Fait que quand on parle d'action concrète, on n'a pas nécessairement changé le système qui traite les demandes. On a donné des sursis de plus. C'est un peu ça. Oui, c'est à peu près ce que j'ai pu voir dans mes recherches. Là, évidemment, on va pas se le cacher, là, ça se peut que j'ai pas les yeux partout, donc, Mhm. mais pour ce que j'en sais jusqu'à présent, il n'y a pas eu rien vraiment de plus qui s'est développé. Évidemment, tu as eu les règlements quant aux universités, donc qui devient responsable des agressions qui se passent dans le cadre de leur juridiction, en fait. OK. Par contre, ça vient pas changer la problématique, ça vient juste, en fait, mettons, détourner un peu l'attention de la place. Donc, on parle peu de problématiques du système en général judiciaire, mais on met la faute sur une autre instance que sur le système judiciaire actuellement en place. OK. Puis là, on parle de problématiques, mais dans le système de justice, concrètement, qu'est-ce qui rend les choses difficiles pour une victime d'aller dénoncer? Ben, là, c'est énorme, tu m'arrêteras si j'en parle trop. Hmm. Mais d'une part, là, pour commencer, tu as évidemment le fait que les agressions sont pas tout le temps blanches ou noires, donc c'est pas toutes des agressions à couteau sous la gorge. Donc, certaines personnes qui sont victimes, donc qui font un dévoilement, ne veulent pas nécessairement voir leur agresseur en prison. Donc, l'alternative, un peu plus de justice sociale, justice réparatrice, n'est pas considérée. Puis si on se fie en fait sur les témoignages de personnes qui travaillent dans des domaines communautaires, etc., on voit que c'est quelque chose qu'elles ressentent plus le besoin. En général, les personnes qui sont victimes, on ressent le besoin de reconnaissance d'une action, puis ensuite d'un certain pardon par l'entremise de quelque chose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils veulent que la personne aille en prison. Donc déjà là, ça c'est une problématique en soi parce que ça ne correspond pas aux besoins de la personne plaignante. Mhm. Ensuite, veux pas, le fardeau de la preuve. Donc, l'innocence jusqu'à preuve du contraire qui existe. La raison pourquoi on parle de présumé agresseur dans les médias et non d'agresseur, c'est vraiment parce que notre système judiciaire est fait en sorte que la personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc, le fardeau de la preuve, actuellement, particulièrement au Québec, repose sur le dos de la plaignante. Et c'est très rare qu'on va filmer une agression. Non, ça Puis, c'est sûr. Ça, c'est sûr. évidemment, si je donne mon consentement à un moment X de la relation, donc si on aborde une relation qui se veut un peu plus charnelle, ben, si j'ai écrit des messages, puis après je me dis « Ah non, non, je veux pas », ben, étant donné que j'écris des messages, ça pourrait dévaloriser en fait la plainte émise par la suite aussi. Donc, ce fardeau-là de la preuve est quand même ressenti par les personnes qui font des plaintes ou qui veulent faire un dévoilement tout simplement. Puis là, tu as le dernier moment qui est un peu, de mon analyse, que je trouve un peu difficile aussi pour les personnes qui sont victimes, c'est la première barrière, c'est la police. Aller faire une plainte dans un bureau de police, même si tu peux demander une personne d'un genre X ou Y, la plupart des personnes ne le savent pas, là, qu'on a la possibilité de demander, mais il n'en demeure que tu dois aller devant le genre de secrétariat, dire que tu veux voir un officier de la force, dire la raison pour laquelle tu veux le voir, demander déjà là, c'est beaucoup d'étapes. Là. Juste mettre le pied dans la bâtisse pour plusieurs, là, c'est wow, c'est un gros mouvement. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis par la suite, on ne va pas oublier que il y a des problématiques entre certaines forces et certains groupes. Donc, une personne autochtone ne va pas avoir le même rapport avec une personne policière que moi particulièrement, ou une personne racisée non plus. On ne va pas l'oublier non plus qu'on est quand même un peuple multiculturel. Donc, il y a des personnes qui viennent de places où la police n'est pas nécessairement là pour le bien des citoyens, ou qu'il peut y avoir des disparitions.
Donc, on parle particulièrement, mettons, des problèmes qu'il y a eu en Amérique latine. Donc, si t'es une personne qui est du BIPOC, puis t'arrives t'auras pas tendance à y aller parce qu'il y a vraiment une peur, comme, soit inconsciente ou consciente de cette institution policière-là qui se veut en général rigide. Ça, c'est sans compter, évidemment, les brutalités policières qui malheureusement, brisent le lien de confiance qu'on pourrait comme retrouver envers ces agents de la force, là. Fait que c'est comme si, dans le fond, le rôle puis le service que la police devrait offrir pour ces victimes-là est zéro adapté aux besoins de la personne en tant que telle. Déjà, la méthode qu'ils utilisent, c'est trop brusqué. Puis des fois, les résultats qui vont venir de faire une plainte sont plus gros que qu'est-ce que la personne aimerait avoir au final. Si j'ai bien compris, là. Ouais. Puis il y a certains agents de la force qui prennent la plainte, mais qui ont peur d'envoyer la personne qui se dit victime en cours parce qu'elle veut pas en cours. Tu as aussi le côté où tu vas te faire questionner, tu vas te faire te remettre en question. Puis ça peut être difficile de non seulement revivre l'agression, parce que quand on parle, tu la revis d'une certaine façon. Mais en plus de ça, il y a des personnes qui sont pas faites pour se faire rentrer dedans non plus, surtout quand on est victime de quelque chose. Donc, ouais, globalement, en fait, c'est pas nécessairement un système qui convient tant que ça. Mais déjà, si tu étais capable de me dire ça, puis c'est des choses concrètes, là, c'est pas, on parle pas de concepts flous, c'est vraiment, il y a une institution qui est physiquement pas adaptée pour dealer avec ce genre de problème-là. Est-ce qu'on a commencé à réfléchir à des alternatives? Ben, au point de vue réflectif, c'est déjà fait. Il y a des personnes qui parlent d'un tribunal à part, donc il y a un tribunal qui serait particulièrement pour les agressions à caractère sexuel, psychologique ou sexuel. J'imagine qu'ils mettraient les deux dans le même panier, étant donné que même si c'est pas physique, il y a quand même une psychologie derrière ça. Par contre, on voit pas nécessairement de prise en charge ou de pas vers l'avant des gouvernements quant à cette possibilité-là. Parce qu'au final, ceux qui en parlent ou qui font les recommandations sont pas en pouvoir actuellement. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en général, c'est... je vais dire en général, mais je vais arrêter de l'utiliser. Mais non, ce que j'ai pu voir dans mes lectures jusqu'à présent, c'était particulièrement des personnes de Trêve pour elles ou des personnes qui travaillaient dans des centres d'appel pour donner un coup de main légal à des personnes qui se disaient victimes, qui voulaient faire un dévoilement. Donc, ça venait pas nécessairement du gouvernement ou de politique ou d'un travail, mettons, en commission parlementaire. Ça venait plus des organismes qui, eux, avaient en face, en fait, les personnes plaignantes. OK. Puis, mettons, là, si on mixe un peu avec le sujet de tes recherches, parce que l'idée, je veux pas, on a eu quelque chose de quand même assez extraordinaire passé cet été. Il y a un manque de confiance au niveau des institutions, ça c'est clair. Il y a un problème réel au niveau des relations interpersonnelles intimes, si je dirais. Je ne veux pas comme genrer les relations en tant que telles, mais comme clairement, il y a un manque d'éducation à ce niveau-là, un manque de confiance. Là, on arrive à un moment où les personnes qui ont besoin d'aide ont senti que la seule façon de pouvoir s'exprimer, c'est à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir comme... Parce que l'affaire là-dedans, c'est que, veux pas, il y a deux sides, malheureusement, à cette histoire. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas une bonne façon de faire, puis il y a les autres qui trouvent que c'est la seule façon qui leur reste. Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux, si c'est possible? Si tu comprends pas ma question, je peux rephraser, il n'y a pas de problème. Ben, je pense que je la comprends, puis mais j'aurais de la difficulté à concilier au sens où je comprends l'aspect de la personne qui est innocente jusqu'à preuve du contraire. Je comprends aussi cette idée, en guillemets, de possibilité de diffamation quant aux dénonciations. Il faut savoir que les dénonciations qui se veulent diffamatoires sont très, très faibles en pourcentage. Donc, à ce niveau-là, j'aurais de la difficulté à considérer que c'est vraiment un argument qui est prenable. Il
il y a aussi les arguments de comme ça peut détruire la vie de quelqu'un. On veut se le dire que les agressions, ça détruit la vie des gens. Puis, oui. tant son temps qu'on met pas un frein là-dessus, une personne peut détruire la vie de tellement de personnes. Donc, on peut pas, juste comme Gilbert Rozon, il fait partie d'une personne qui a détruit la vie de possiblement plein de femmes et qui encore aujourd'hui, on sait pas trop ce qui va se passer avec cette personne-là, tu sais. Donc, je peux comprendre cette peur-là des personnes quant aux dénonciations qui se font sur la toile. Par contre, moi, je suis comme dans mes recherches et tout, puis dans la personne que je suis, j'y vais plus de manière optimiste. Puis je le vois pas comme une attaque ou une chasse entre guillemets à la sorcière, considérant le fait que dans ce que j'ai recueilli comme information, autant auprès des personnes militantes que de personnes victimes, en fait, des personnes qui ont fait des dévoilements sur la toile, ce que j'ai pu comprendre et constater, c'est cette nécessité de créer un entraide plus que d'attaquer. Donc, même si l'intention n'est pas juridiquement comme considérée quand il y a une problématique au niveau du cadre légal, ce qu'on voit en ce moment en termes de mouvement, c'est plus de celui de cet été, là, c'est plus on a mis le doigt sur le bobo, il y a une problématique, on veut s'entraider, puis on se le cachera pas non plus qu'on côtoie des gens, c'est des choses qui se savent. Donc, si je côtoie quelqu'un, il y a du bouche à oreille qui se fait en réel, qui n'a pas des écrits, mais qui existe, qui, dans nos habitudes de communication, se transporte maintenant sur la toile. Donc, ça part de sous-groupes, puis ça peut augmenter en termes de nombre, mais ça change pas l'habitude de l'humain de vouloir s'entraider, de faire attention à l'autre, puis ce qu'on appelle the sisterhood, qui est vraiment un esprit d'entraide qui existe dans les mouvements féministes, sans non plus m'étaler sur le féminisme en soi. C'est quelque chose que je peux retrouver actuellement sur les mouvements qui s'est passé, sur le mouvement en particulier qui s'est passé cet été. C'est un faites attention les filles, ce qui se passe, puis c'est comme ça qu'il est parti, en fait. Ça vient même pas de Safia Nolin puis de Marie-Pierre Morin à la base. Fait que c'est comme surtout, là, on prend le contexte que personne ne pouvait se voir physiquement, là. Fait que les réseaux sociaux, c'est comme le seul contact qu'on a principalement depuis, on va dire, presque un an, là. C'était un cri à l'aide, puis c'était comme un cri de rassemblage, si je comprends bien ce que tu veux dire. Ben, c'est un cri d'aide qui a été fait il y a 6 ans, une certaine impression de ne pas être entendu, de ne pas être considéré, puis un désir d'arrêter les souffrances des unes et des autres. Puis c'est ça qui a créé, en fait, cet esprit-là de bounding qu'il y aurait eu entre les personnes par Puis là, les réseaux sociaux. je vois ce que tu veux dire. Puis si, mettons, je te demanderai un peu plus ton opinion personnelle sur le phénomène en tant que tel, mais comme, est-ce que tu trouves que ça a bien fonctionné? Si ça, c'était un peu un des objectifs. Je pense que oui. D'une certaine façon, là, comme on l'a vu, il y a des personnalités publiques, on a pu les entendre, qui étaient problématiques. Je veux pas, il y a cette problématique-là, en fait, excusez, ce vague de dénonciation-là est partie du nightlife de Montréal, donc des personnes du nightlife qui disaient à d'autres personnes de faire attention parce que des personnes en pouvoir ou en notoriété ou en popularité abusaient de ça pour. On voit les répercussions que ça a eu, on a vu que les gens ont commencé à dénoncer puis à faire « Ah, moi aussi », on a vu des exemples comme Bernard Adamus que ça se savait dans l'industrie. Il y avait comme une couple de personnes dans l'industrie qui se savaient déjà, puis que les gens, il y avait comme cette dite liste-là, parmi cette dite liste-là, il y avait des gens qui organisaient, mettons, des événements qui devaient prendre en considération de faire attention à un tel artiste pour telle raison. Donc, je pense que ça a pu aider à voir plus clair sur des trucs qu'on savait, un peu au même style que Gilbert Rozon, on le savait, puis ça se disait dans le milieu des communications. Donc, je pense que comme ça a permis de mettre en lumière, en fait, les non-dits que les personnes victimisées, en fait, avaient peur plus d'aller vers l'avant, en fait. Fait que si je t'entends bien, là, au final, c'était comme l'évolution du parler au bouche à bouche pour s'avertir entre amis. Mais là, on voulait avertir un petit peu plus de gens, au final. Puis s'assurer que ça réarrive pas à d'autres personnes. Ça, c'était le but principal de ce qui s'est passé. Ben, c'est comme ça qu'on peut le voir.
Puis je pense qu'aussi la page d'agression non dénoncée, c'est un peu le statement que la personne a fait au final par l'entremise de réseau. Là, on peut voir, parce qu'elle s'est faite poursuivre en diffamation, puis le veut pas, elle a répondu. Donc, c'est exactement ce porteur de message-là qu'on a. OK. Puis, mettons, là, je vais rentrer un peu ma perspective, là, si on peut dire. Là. Quand que, mettons, la première liste est sortie, ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de noms qui sont sortis, qui sortaient du milieu public. Dans mon cas, je connaissais des gens là-dedans. Puis c'est là où c'est triste parce que des fois, c'est des surprises. Puis c'est ça qui est plate parce que tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que ça arrive. Mais il y avait un potentiel, du moins au début quand la liste elle est sortie. Puis là, j'imagine ça rentre aussi dans le fait que vu que c'est la première fois que ça arrive, ça peut pas être parfait. Mais comme il y avait des noms qui sont génériques, pas nécessairement assez de détails pour saisir qui était la personne en tant que telle, fait que ça pouvait avoir un duplicate. Le risque là-dedans, qui a été vu par d'autres personnes, est-ce que ça peut pas être comme un embûche à avoir plus d'aide pour la cause en tant que telle? Je sais pas si ma question est claire à ce niveau-là. Là. Mais que la méthode... Oui, vas-y. Oui, la méthode peut rendre réfractaire. Écoute, je suis pas en désaccord avec le fait qu'on peut perdre des alliés dans cette perspective-là. Mais c'est pas comme si on avait décidé d'aller de manière agressive, puis c'est pas comme si on l'avait fait dans la première essai. La première a été d'éduquer, sensibiliser, de mettre à jour. Ensuite, on a eu le MeToo pour la culture du viol. Donc, le contexte est super important. Là. C'est la troisième fois qu'on voit une vague au Québec sur le même sujet. Puis, pour être bien honnête, encore une fois, oui, il y a des trucs génériques, mais tout le monde peut faire des indécences à caractère sexuel. Donc, on a soit le choix de le voir collectivement comme étant une attaque personnelle ou une problématique individuelle, ou soit qu'on peut prendre cette vague-là pour être ce qu'elle veut être, en fait, une façon d'aller de l'avant et d'évoluer en tant que société en 2020 et de faire un système de justice qui permet de ne plus taire les victimes et qui favorise, en fait, ce genre de réconciliation-là. Parce qu'évidemment, la liste pointe du doigt des individus qui ont un caractère que peut-être des gens n'ont jamais voulu leur dire parce qu'ils se sentaient pas bien par rapport à ce qu'il y en est, mais dans une forme de justice réparatrice, donc un tribunal totalement à part, quand une personne parle, si la personne veut, il y a de la médiation qui est possible. Donc, entrer en contact, discuter avec des intervenants. Donc, je sais que je m'éloigne un peu de l'élément de la question, mais en même temps, je pense que ce wake-up call-là, on en a besoin. Puis, c'est pas le premier. C'est un build-up, en fait. Parce qu'au final, la perte que ça peut en causer est plus petite que le gain qu'il y a eu. Parce qu'au final, la visibilité que ça a offert, là, il y a personne qui peut juste dire « Ah non, ça n'existe pas. » Ben ouais, exact. Okay, maintenant, le problème est tangible, il est là, il existe. C'est à nous de savoir en tant que société si on veut faire quelque chose, si on veut l'écouter ou si on veut pas. Puis en même temps, je suis contre la cancel culture au sens où il y a des personnes qui ont fait des actes qui sont répressibles ou qui sont pas droits ou qui sont pas exactement... Mais oui, il y a un bout qui vient de l'éducation. Oui, en fait, ce mouvement-là a permis aussi de dire qu'il y avait une éducation sexuelle de nécessaire, chose qui est déjà en place, en fait, dans les prochaines générations. Mais ça change pas le fait qu'encore aujourd'hui, il y a des problèmes maintenant. Puis que dans ma génération, ou la tienne, ou celle de mes parents, ou des personnes plus vieilles que moi, ben, on n'aura pas eu de ce cours-là. Donc, on a quand même besoin d'avoir des relations saines, interpersonnelles, puis que cette remise en question de soi n'est pas néfaste. Elle ne peut qu'être bénéfique. OK, ouais, je t'entends. Puis surtout, je trouve ça drôle parce que l'exercice de repenser un peu tout ce qu'on a vécu dans notre vie de jeune, là, si on peut dire, là, du moins pour moi. J'ai juste encore des siècles, fait que j'ai pas encore tout vécu ma vie, mais tu sais, personnellement, moi, mon éducation sexuelle s'est faite sur Internet. Genre, ça a commencé là, tu comprends? Puis c'est la majorité du monde de mon âge, ils ont commencé au même endroit. Fait que c'est sûr que si on part avec cette idée-là que c'est les préconçus que tout le monde ou la majorité du monde ont par rapport au sexe, il va y avoir des pots cassés, là. C'est sûr et certain. Ben oui, surtout que
on l'a vu, je pense qu'il y a des articles de Pornhub qui est sorti récemment sur le fait que ça met de l'avant, en fait, la violence interrelationnelle, que ça met de l'avant des problématiques de domination. Ce qui est en soi une problématique, ou que ça peut aussi mettre de l'avant les viols collectifs ou les viols individuels. Donc, je peux comprendre que les générations antérieures ont vécu et ont appris la sexualité au travers les médias. Puis c'est malheureusement possiblement un backlash qu'en ce moment on vit. Mais encore une fois, c'est aussi une façon d'apprendre, d'apprendre à être à l'écoute, autant au niveau de son ou sa partenaire, parce qu'il n'y a rien de plus plaisant d'avoir une relation consentante et plaisante des deux côtés, qu'autant d'arrêter d'être dans ces stigmas-là de, pour vous aussi, au niveau de pour les personnes aussi qui ont tout le temps l'habitude de voir, selon ce stéréotype-là, avoir une action un peu dominante, mais si c'est pas ce que tu veux, mais que t'as l'impression que c'est ça que l'autre veut, il y a comme un manque de communication, il y a un manque d'interaction qui est, dans le fond, malheureux, puis qui peut se briser, puis c'est là que j'ai un peu l'impression qu'on s'en va, tu sais. Fait qu'il y aurait toute une dynamique aussi d'apprendre comment toi tu vis ta sexualité à la base. Faut que tu apprennes comment toi tu la vis, puis ensuite savoir comment la partager. Puis, parce que souvent, tu sais, là, je vais peut-être faire un saut du coq à l'âne, mais une des critiques qui sortait souvent là, depuis que, genre, il y a eu une gradation au niveau de c'est quoi une agression sexuelle, mais il y a du monde que tu pouvais entendre dire, ben là, qu'est-ce qu'on n'a plus le droit, on n'a plus le droit de rien faire. Mais l'affaire là-dedans, c'est comme, c'est pas une question de qu'est-ce que tu n'as plus le droit de faire, c'est qu'est-ce que tu n'as plus le droit de faire avec cette personne-là. Ou qu'est-ce qui est toléré avec cette personne-là, puis que peut-être est toléré avec une autre personne. Je sais pas si tu me suis là un peu, là. Ça, c'est de l'apprendre aussi. Ben, je pense que comme il y a des subtilités au sens où c'est sûr que quand tu as une relation établie avec quelqu'un, il y a des trucs que tu peux faire ou ne pas faire selon les préférences de la personne. Ça, c'est certain. Et je ne suis pas du tout là pour juger particulièrement des préférences de chacun, chacune. Tant si longtemps que ça se fait dans le plaisir, mais pourquoi pas. Mais il y a aussi des trucs que dans le discours entre guillemets, on n'a plus le droit de rien faire. Ben, c'est sûr que si une personne siffle quelqu'un dans la rue, ben c'est la comme 5e personne, puis si ça fait en sorte que la personne qui marche a peur de marcher tout seul dans une rue, il me semble qu'en termes d'être humain, empathique, on devrait peut-être comprendre qu'on veut que tout le monde se sente bien. Tu sais, quand je marche dans la rue, quand il est tard le soir, il faut que je fasse attention parce que n'importe quand, même il y a 2 semaines, je me faisais suivre par 2 individus en voiture parce qu'ils me trouvaient cute puis ils me sifflaient. Il a fallu que je cours vers une personne nowhere puis j'ai dit marche avec moi, j'ai peur. Puis elle a pris c'est un homme, puis c'est un allié, puis j'étais super contente. Il a pris la peine de rester avec moi, de me changer d'idée de parler de n'importe quoi de sa journée, puis ça m'a calmée, puis il est venu me porter jusqu'à le maximum qu'il pouvait faire, jusqu'à ce qu'on se sente plus suivi par les 2 autres personnes. Mais tu sais, c'est individuel. C'est quelle personne pense que c'est le fun de suivre quelqu'un en voiture pendant des chemins? Quelle personne pense que c'est le fun de se faire commenter sur son habillement de manière un peu plus sexuée? Tu sais, comme rendu là, c'est une conscience collective à éveiller plus qu'autre chose. Pas nécessairement ça, je suis 100% avec toi. Là. Il y a des comportements qui sont acceptés actuellement, mais qui sont vus comme acceptables pour une grande majorité de personnes. Puis, le point peut-être à illuminer, c'est la répercussion que ça a sur l'autre. Genre du fait que, genre, hey, c'est vraiment pas grave. Genre, j'ai envie de vivre une situation de stress pour rien du tout, là. Alors qu'il n'y aura aucun échange entre nous deux, là. Il y a juste toi qui est sur moi, puis là vient le mot, c'est une agression, au final. C'est ça qui est une agression. Ben, je veux peut-être pas rentrer dans les définitions de l'agression parce que ça a un côté légal puis un côté comme ça dépend de. Mais si on rentre dans l'idée conceptuelle, tu as un effet sur moi en ce moment. Puis l'effet il est négatif. J'aime pas ça, tu sais. Ça, c'est désagréable. Absolument. À la limite, ça peut être discuté dans comme du harcèlement ou d'une agression. Ouais. OK. Pour ça, au moins, je vois un peu mieux, là. Parce que l'idée aussi, c'est que on vit dans une société où toutes les définitions sont floues, parce qu'on change des mots, on en rajoute, on en amène, puis là, il y a des gens que ça les énerve, d'autres que ça les libère. Donc, de jouer avec ce vocabulaire-là aussi, il y a comme un gros défi, selon moi, de trouver quelque chose qui touche au plus de gens possible, tu sais. Comme là, tu dis, le mot agression, légalement, c'est pas utilisable dans ce contexte-là.
Ce serait du harcèlement. Donc, déjà, on saute d'un à l'autre. Ouais. Fait que pour une personne, ça peut ne pas être là à cause de ça. Ça peut ne pas être clair à cause de ça. Mais j'avais quand même les personnes à comme réfléchir. On sait, d'une certaine façon, tu sais pas sur qui tu tombes. Mhm. Au sens où il y en a qui vont être plus sensibles. Si, mettons, quelqu'un a été agressé plus tôt dans sa vie ou pas plus tôt, puis que toi, tu l'as suivi en voiture, ou que peu importe là, ce que tu fais, genre, que tu mets une main sur l'épaule, peut-être que la proximité, elle aime pas ça. Peut-être que c'est juste une personne qui aime pas la proximité, comme fous-lui la paix, genre. Comme que ce soit un homme, une femme ou une personne non-binaire, ça n'a aucun rapport. C'est, tu sais, je suis une personne super câlineuse, puis quand j'ai envie de donner de l'affection à quelqu'un, même en général, je vais demander, genre, je peux te faire un câlin, je suis donc, puis la personne est comme oui ou non. Puis c'est comme, sinon, je fais un props. Tu sais, ça peut très bien se gérer, là. Mais non, c'est ça. La définition d'agression et d'harcèlement est relative aux situations, est relatif aussi au vocabulaire qui se veut soit plus militant, plus communautaire ou plus légal. La définition de l'agression de manière légale était jusqu'à tout récemment quand même très fermée sur tout ce qui est physique. Donc, on y allait plus sur du harcèlement quand c'était plus à caractère, mettons, psychologique. OK, ouais. Mais en même temps, une agression qui est, en fait, du harcèlement, si, mettons, dans le cas de Marie-Pierre Morin, qu'il y a eu s'il y a quelque chose de physique, ça peut être considéré comme une agression. Même si de nos jours, on disait, ben là, c'était pas vraiment une agression, là, c'était juste du harcèlement, c'était juste le fun, ou c'était juste comme l'entre-deux de le fun. Ben non, ça reste qu'à partir du moment qu'il y a un contact physique, ça peut être considéré comme une agression. OK. Fait que, du moins, on a du travail à faire, tout le monde, à apprendre ces choses-là, que ce soit le vocabulaire ou juste de comprendre que, au final, si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu le demandes en premier. Puis que si ça concerne quelqu'un d'autre, il faut que tu le demandes. Que ça, du moins, de ce que j'en comprends, ça pourrait être un ground rule applicable puis explicable sans que personne puisse vraiment négocier ça. T'sais. Pour vrai, oui. Puis tu sais, il y en a qui considèrent que demander à quelqu'un quelque chose, ça casse le moment ou c'est plus sexy ou whatever. Mais pourquoi on le rend pas sexy? Exact. Tu peux absolument rendre ça vraiment hot. Demander à quelqu'un si tu veux quelque chose, peu importe la dite chose, tu sais. Mais comme je pense que c'est peut-être une peur de communication, de la proximité qui fait en sorte qu'on trouve ça pas sexy. Mais il y a vraiment des façons de le rendre plutôt plaisant là, aussi. OK, ouais, j'aime ça. On a touché à quelque chose qui, moi, j'imagine, devrait faire apparition un de ces jours si on règle ce problème-là. Ça, c'est sûr. Sinon, j'aimerais ça un peu parler de l'effet que ça a eu sur les médias traditionnels avec toi. Dans le sens où ça a fait la une sur Facebook pendant des mois, sur Twitter, même affaire, YouTube, même affaire. Par contre, les journaux traditionnels, la radio, ils n'ont pas la même réponse à ce genre de phénomène-là. Est-ce que tu pourrais un peu comme nous expliquer pourquoi? Oui, quand même. D'une certaine façon, il y a comme, je veux pas, une ligne éditoriale qui existe dans chacun des journaux qui comme est impactée par, sans tomber dans une vision un peu chomskienne du journalisme actuel, qui est quand même qui tombe dans un genre de consumérisme de l'information. Donc, qui veut plus vendre, mettons, des lecteurs aux publicitaires que de l'information à la population, si je peux dire ça comme ça. Okay. Donc, on voit quand même une différence notable entre les médias traditionnels et les médias qui se disent à contre-pouvoir, donc les non traditionnels. Comme par exemple, comme certaines données importantes que j'avais pu relever, qu'on parle très peu, en fait, dans les... Ah oui, excuse-moi, il faut juste que je le dise, là, je n'ai pas pris en compte les critiques, les chroniques et les éditorialistes. Donc, j'ai juste, dans mon étude, j'avais juste pris en compte les articles qui se disaient journalistiques, parce que je vais mettre de côté l'opinion de chacune, puis je vais y aller vraiment dans le domaine de l'information puis de la transmission de l'information. Okay. Donc, c'est un genre de biais à souligner quand même. C'est important, oui. Puis encore plus important de comprendre que justement les médias informatiques n'ont pas vraiment transmis ça d'une manière informatique, mais plus sensationnaliste.
Ben, à ce que j'ai pu comprendre, ça avait tendance à plus tomber sur du sensationnalisme ou sinon sur une non-neutralité de l'information. Donc, quand je parlais de ça, là, mettons dans mon échantillon de 60 articles qui venaient de 15 articles chaque, du Devoir, du La Presse, du Journal de Montréal, puis de Radio-Canada, évidemment, on voyait que 20% des articles donnaient la parole à l'agresseur, contre 11,6% aux victimes. Donc, on voit quand même un débalancement quant à la prise de parole qui, à la base, se voulait un mouvement qui donnait parole aux victimes. Donc, on voit quand même un débalancement à ce niveau-là. On voit aussi que 60% des articles dans la totalité ont abordé les personnalités publiques. 40% ont parlé des impacts sur la carrière des personnes qui étaient présupposées agresseurs. Donc, on sort totalement en ce moment de l'intention qu'il y avait derrière le mouvement. Dont 36,6% ont parlé de l'affaire Sophie Honorin et Marie-Pierre Morin. Donc, déjà là, c'est problématique parce que ça ne sort pas de là. Exact. Ouais, non, il y a une centrale, comme on se concentre, entre guillemets, dans le potinage. Par contre, je me suis dit que peut-être que si, mettons, 36,6% parlent de l'affaire Sophie Honorin et Marie-Pierre Morin, il y aurait peut-être des développements sur les particularités qu'il y a entre relations de même sexe, parce que c'est à peu près ça qu'on parle. Mais seuls 2 des 22 articles ont abordé ça. Donc, c'est encore une fois très minime. Puis, ça, c'est fou. C'est quand même incroyable de penser que, genre, la plateforme qui est supposée parler de ça de façon neutre n'est au final aucunement neutre dans sa représentation physique. Là. Globalement, non. Il y a des tendances aussi, là, comme j'ai pu démontrer dans les graphiques que j'avais faites. Il y a comme des tendances où le journal Le Devoir a tendance à être plus neutre. Puis quand je dis neutre, c'est d'aborder plusieurs points de vue, donc de toucher à plusieurs choses, suivi en général de Radio-Canada, de leurs articles. Donc, on voit quand même que ça dépend en fait des journaux choisis puis lus, en fait. Donc, je pourrais pas dire que c'est de même pour tous les journaux, mais ça répond aussi à la raison pour laquelle le 4e pouvoir en ce moment est de moins en moins considéré. Un peu comme le gouvernement, en guillemets, qui perd de plus en plus sa légitimité. Le rôle du 4e pouvoir, qui sont les journaux, qui sont de mettre dans la sphère publique le débat, puis de parler des diversités, des pluralités d'opinions, je pense qu'il est de plus en plus détaché. C'est ce qu'on appelle en fait la naissance du 5e pouvoir ou d'un contre-pouvoir, dépendamment des auteurs et autrices lus, qui est en fait les réseaux sociaux. Puis de leur impact. Le fait en fait qu'il y a des voix qui sont entendues qui n'auraient pas été entendues dans les journaux, le fait qu'il y ait des sujets aussi. Puis on voit qu'il y a quand même un décalage, si on peut dire c'est comme ça, entre les réseaux sociaux puis les médias traditionnels. Puis par là, on entend que ça leur a pris à peu près une semaine avant de parler du mouvement. Le mouvement était déjà parti au travers d'Instagram particulièrement et Facebook sur certaines pages. Mais c'est ça, quand ça l'a fait, mettons, la une, en quelque sorte, le mouvement, ça faisait déjà un bon bout qui est parti. Puis par la suite, quand il y a eu le moment où les gens ont décidé de prendre leur pancarte en main puis d'aller dans la rue, très peu d'articles ont parlé de ces revendications-là. Très peu d'articles ont parlé de ces manifestations-là qui ont passé d'un militantisme un peu plus réseaux sociaux à celui dans les rues. Fait qu'au final, on peut voir que, genre, selon ce que tu dis, nos professionnels du partage informatique sont plus tant dans l'objectif principal de partager l'information dans ce qui se passe, au jour le jour. Ben, je veux pas non plus jeter la pierre à des personnes en journalisme, là, au sens où je respecte profondément leur profession, puis je sais que pour eux non plus, c'est pas non plus évident. Il y a beaucoup de compression budgétaire, c'est une dynamique qui est de plus en plus compliquée à comprendre. Évidemment, il y a certains journalistes qui vont aborder des sujets qui ne peuvent pas... Il y a comme de l'autocensure parce qu'ils savent que ça ne peut pas passer avec le pupitre. Donc,
je pourrais pas partir dans une grande chasse à ce niveau-là, là, mais en même temps, ce qu'on peut en tirer, c'est exactement les mêmes conclusions que le mandat d'initiative qu'il y a eu sur l'avenir des médias d'information. Il y a une problématique. Elle est là, elle est tangible, puis elle est connue. Puis, ça aussi, dans le fond, l'inefficacité, puisqu'on peut dire, à la limite, c'est pas la responsabilité d'un journaliste individuel, mais l'institution du journaliste est devenue tellement centralisée, tellement gros, qu'il fait plus nécessairement le job. Fait que les gens ont plus nécessairement confiance pour utiliser ça comme partage d'informations. Ça pourrait être résumé de quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ouais. Fait que si déjà, avec ce que tu nous as dit, on peut voir qu'il y a deux constantes. C'est que les institutions traditionnelles ont perdu la confiance que les gens ont en leur pouvoir d'agir. Il y a vraiment une perte de légitimité qui est notable. Fait que ça, à la limite, ça pourrait être une explication de la présence d'autant de témoignages sur les réseaux sociaux. Ah, mais totalement, en fait. C'est vraiment, en fait, comme on disait, c'est le build-up de ça fait 6 ans qu'on en parle, il n'y a pas plus de choses qui se passent. Puis les médias traditionnels, comme on l'a vu, ne parlent pas exactement de ce dont on a besoin de parler. Puis qu'on dit on parle du gros on, là, en tant que société, on a besoin sur la sphère publique de parler d'une inefficacité du système judiciaire. Puis ce qu'on arrive à parler le plus, c'est des potins de quelle personne a fait quoi. Je comprends. Puis sinon, au début de la conversation, tu nous avais te lâché le mot intergénérationnel aussi. Oui. Ça m'accroche beaucoup parce que c'est sûr que quand on parle avec 20 ans, 30 ans plus vieux, c'est peut-être des réalités qui, pour eux, sont même pas envisageables, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ces groupes-là de personnes? Parce qu'ils ont un poids nécessairement dans comment on est comme société. Ouais, je vais juste quand même réitérer le propos que sur la problématique intergénérationnelle ne serait pas nécessairement est-ce que ce serait pas en fait à savoir si c'est bon ou pas de publier sur les réseaux sociaux ce genre de trucs-là. Je pense que à ce niveau-là, l'opinion est quand même partagée. Donc, je pense qu'il y a comme cette nécessité de discussion et de parler, elle est comprise quand même relativement ou comprise ou pas comprise, un peu indépendamment des générations. Le point de vue intergénérationnel que, selon moi, est important de souligner, c'est le fait que la présence et l'utilisation des réseaux sociaux est différente des générations X en descendant que des autres générations. Donc, les millennials en descendant versus les autres générations, c'est différent. Donc, on a tendance à utiliser les réseaux sociaux comme une façon, des fois un peu un journal intime, comme une façon de faire de la promotion d'idéologie, un peu comme du militantisme par moment, versus les personnes qui sont un peu plus, qui sont d'une autre génération, en fait, on n'a pas nécessairement tendance à faire. Donc, je pense que c'est une mécompréhension de l'utilisation des ressources plus qu'une mécompréhension du but de l'idée. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, je sais. Ben, si je peux reformuler un peu, là, dans le fond, c'est pas nécessairement l'idée de la culture du viol qui est mise en cause, plus la façon de comment qu'on utilise les réseaux sociaux, qui est peut-être incomprise. Un peu, en fait, pensez-y à ça. Peu importe qui dans la famille, là, je suis certaine qu'il y a des grandes-tantes et grands-oncles qui encore envoient des chaînes de lettres. Chose qu'on fait vraiment plus depuis l'époque des mécènes. Il y a des personnes qui vont avoir des gifs de câlins, chose que nous, on fait pas non plus, on envoie des mimes. Il y a des gens qui vont envoyer des lol infinis, chose qu'on fait plus depuis qu'on a l'âge de 12 ans, genre, à peu près. Fait qu'on voit vraiment que c'est l'appropriation du vocabulaire qui, pour nous semble super facile parce qu'on est là-dedans, on baigne là-dedans, puis on en reçoit partout. Pour eux, c'est charmant, là. Moi, je craque à chaque fois quand ma tante m'envoie une chaîne de lettres, là. Mais je vois qu'il y a comme une différence dans la perception de l'utilisation de ce journal-là, qui est comme nos réseaux sociaux, dans le fond. Je sais pas si ça fait du sens dans la manière dont j'explique. Je te suis. Mais tu sais, à la limite, je crois que, mettons, la responsabilité qu'on a individuellement face à ce mouvement-là, c'est d'au moins d'écouter. Ça, c'est sûr et certain. Peu importe si le média qui est utilisé semble réactif ou trop grand là, pour la perception de la personne. Mettons, OK, ben si tu l'as publié sur Facebook, ben là, tout le monde peut le voir.
fait que subis les conséquences ou non, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû le garder pour toi et tout. L'idée là-dedans, c'est que s'il y a un message qui est posté, il faut l'écouter, à la base. Ça, on peut s'entendre là-dessus, que ça serait un premier pas déjà pour essayer de régler ce problème. Ouais, full. Ben, bien au-delà de ça, là, en fait, tu vois une fille complètement arrachée dans un party, tu vois que quelqu'un veut partir avec, impose-toi. C'est genre, c'est non. Ça peut, mettons que son copain, je pourrais peut-être comprendre parce que, mettons, s'il le ramène chez elle parce qu'ils habitent ensemble, I mean, ça peut être difficile, mais quand tu vois quelqu'un que, mettons, une amie qui est comme arrachée, tu sais que son consentement n'existe pas. Il n'est pas plus exister. Tu vois une personne se faire suivre dans la rue ou se faire siffler, tu peux absolument réagir. Tu vois, mettons, t'es au secondaire, puis tu vois quelqu'un slut-shamer quelqu'un, pour vrai, que tu sois fille, garçon, non-binaire, le slut-shame, c'est vraiment passé date. Il n'y a plus personne qui fait ça, puis il n'y a plus personne qui devrait faire ça. Fait qu'il y a quand même plusieurs petites façons de participer à la fin de cette problématique-là. Tu sais, être à la job puis faire des jokes de cul constamment, il y a quand même un certain décorum qui pourrait être préservé pour que les personnes qui ne seraient pas à l'aise, qui ne seraient pas non plus à l'aise d'en parler, ben, ne soient pas forcées d'être mises à part ou castrées à part parce qu'ils sont pas le fun, sont juste trop stiff, tu sais. Donc, il y a quand même une façon d'être capable d'en discuter puis d'être capable d'interagir ou d'agir de manière un peu plus quotidienne. Tu vois qu'un de tes amis est disgracieux envers quelqu'un, même si c'est en boys, me semble que tu peux te poser des questions. Fait que ce serait, un, d'écouter, puis deux, d'apprendre à agir. Ouais, doucement, tranquillement, sans nécessairement être viré sur le top, comme on dit. Là, tu sais, des petits trucs que tu es capable de faire comme « Ah, that was like kind of wrong ». Et là, j'ai comme l'impression que l'opinion publique considère que la seule action possible, c'est de crucifier quelqu'un pour que la dette soit payée. Sauf que c'est pas ça qui est demandé au final. Non, c'est ça. L'opinion publique qui a été comme propagée par les médias, c'est particulièrement ça qu'on peut en ressortir. Tu sais, c'est des têtes ont tombé, c'est ça, mais c'est vraiment pas du tout ça qui est discuté. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un gros clash entre les deux, là. Mais t'as raison là-dessus. Ah, ben, au moins, même pour moi, c'était pas nécessairement clair. Genre, c'est quoi qui est à faire? Oui, on s'est mis en question personnellement, moi et mes collègues. On a discuté beaucoup sur nous, notre parcours en tant que gars. Qu'est-ce qui, dans notre vie, aurait pu être perçu? Puis, tu sais, à la limite, moi, je suis très conscient qu'il y a des choses que j'ai pu faire qui ont été vues et vécues par d'autres personnes de manière négative. Moi, ma responsabilité, probablement, c'est de plus jamais refaire ça, puis de m'excuser aussi. Genre, aller voir ces gens-là, puis de leur montrer comme, hey, genre, il y a eu un moment difficile. Premièrement, je voudrais savoir comment tu l'as vécu. Comme tu as le droit de me dire exactement tout ce qui s'est passé chez vous, là. Ça t'appartient, mais il faut que tu saches que je suis pas ton ennemi là-dedans. Ben, déjà là, je pense que comme accepter que ce que tu as fait a possiblement eu un impact qui n'était pas positif chez quelqu'un d'autre, d'aller voir cette personne-là, de lui en parler, puis de présenter des excuses, c'est exactement la première étape d'une justice réparatrice, d'une justice sociale. Puis ce qu'on promouvoit, quand je dis on, c'est en guillemets, là, quand je veux dire on, c'est exactement si on avait un système judiciaire à part, les premières étapes qu'il ferait. Donc si tu le fais d'après ma barre par toi-même, ça se peut que tu te fasses envoyer chier. Ah oui, c'est sûr. C'est correct. I mean, t'as fait du tort à quelqu'un, ça se peut qu'elle veut pas te parler. Genre, rendu là, il va falloir que comme tu fasses, bon, ben, je suis plus la même personne, puis c'est chill, je vais donner une tape dans le dos, je leur ferai plus, tu sais. Mais juste l'accepter, tu peux pas savoir à quel point ça peut enlever un poids de la personne qui a vécu cette problématique-là, que ce soit de l'intimidation, du harcèlement ou même des agressions, qui soient petites ou violentes. Genre, globalement, là, juste reconnaître ses torts, ça fait déjà un énorme poids. Mais tu vois, c'est fou parce que on semble pas le savoir assez que, genre, ce pas-là est utile puis est important. Mais souvent, en tout cas, personnellement, dans mon cercle d'amis, on a souvent peur d'agir parce qu'on n'a aucune idée de comment que ça va se passer. Puis là, après, avec tous les scénarios qui sont publicisés puis mis de l'avant par les médias, comme on en a parlé tantôt, ça t'encourage pas à vouloir nécessairement aller en parler parce que tu veux pas être le prochain qui va se faire mettre sur les réseaux sociaux puis te faire tirer par tout le monde.
Fait qu'il y a comme un double dynamique où c'est comme, même si tu veux bien agir, tu as peur. Puis de l'autre, de l'inverse, c'est la même affaire. La peur est aussi présente. Fait Je que, peux comprendre. En fait, Mhm. comme je te disais, si on voit l'apparition qu'il y a eu, le 40% des personnes qui ont parlé excuse-moi, des médias traditionnels qui ont parlé des impacts sur la carrière de l'agresseur ou la Mhm. personne présumée agresseur, ben, je peux comprendre que quand tu vois autant de backlash, comme on peut dire ça en guillemets, ben, que ça vous donne pas, que ça donne pas à personne le goût d'aller s'excuser ou prendre les devants parce qu'il y a une peur qui se fait s'installer. Mais en même temps, ça, encore une fois, à mon sens, ça fait partie du sensationnalisme puis de Mhm. l'espace médiatique qui a été malheureusement mal utilisé puis qui a détourné malheureusement le sujet puis l'importance de ce que les personnes plaignantes dans les différents réseaux disaient. Ça a complètement amené le débat ailleurs, qui était une chasse, en guillemets, à la sorcière, Mhm. chose qui, à la base, devait rester sur comme il y a des problématiques, on la règle, mais tu as raison, je peux comprendre que ça puisse faire vraiment peur aux personnes. Mais écoute, au moins, juste d'en parler comme ça ouvre les yeux sur qu'est-ce qui est possible. Puis, qu'est-ce qui est vraiment le combat à avoir dans ce genre de problématique-là, parce que c'est faisable, puis c'est dans la vie de tous les jours, comme tu as dit, c'est des petites actions où tu vois quelque chose de pas correct, tu fais juste intervenir, physiquement ou verbalement, pas nécessairement besoin de te battre, tu as juste besoin de démontrer qu'il y a une autre personne qui voit ça puis que c'est pas correct. Mhm. Absolument. Ben, écoute, c'est encourageant au moins d'entendre ce point de vue-là, parce que souvent, tu sais, personnellement, moi, je me fais bombarder d'informations qui sont négatives tous les jours, pas nécessairement juste par ça, mais comme c'est dur de croire qu'on peut s'améliorer, tu sais. Surtout dans ce genre de débat-là. Pour vrai, je pense que je le comprends. Mhm. C'est j'aurais pu prendre, mettons, comme mon travail que je fais d'analyse différemment, c'est-à-dire d'y aller, mettons, un peu plus à l'attaque. Je pense que je suis le genre de personne optimiste, puis à la base, j'ai un biais, là, je suis pour la justice réparatrice. Euh, donc, c'est mon gros biais personnellement. Là. Mais comme on peut vraiment aller plus loin en société si on aborde une façon de s'écouter, d'entraider, puis de se baquer les uns les autres. Fait que, ouais. Mais je peux comprendre qu'avec toute l'information qu'on a en ce moment, ça ne donne pas tant d'espoir non plus. Ouais, on va garder ton état d'optimiste à ce niveau-là. Puis sinon, pour un closing statement, j'aimerais savoir ta pensée juste par rapport au futur. Selon toi, qu'est-ce que ce mouvement-là nous réserve? Moi, je pense que tant qu'on on n'aura pas mis des instances qui permettent aux victimes ou aux personnes qui se sentent mal d'être 100% à l'aise de parler et d'être écoutées, entendues et qu'il y a une action concrète de poser. Puis Mhm. je pense que ça va se passer, selon moi, par l'entremise d'un tribunal totalement à part. Tant que ça ne sera pas fait, on va avoir des vagues qui vont se faire relativement fréquemment. On l'a vu le 6 ans, on l'a vu pour le MeToo, on l'a vu pour le mouvement de cet été. Je pense que tant que ce sera pas réglé, tant que comme on se sentira pas nécessairement entendu, il va y en avoir d'autres. Donc préparez-vous à devoir aborder le sujet. Ou sinon, on demande aux instances gouvernementales de prendre en considération que la justice réparatrice ou un tribunal à part, ce serait possiblement une des meilleures solutions à avoir. Bon, ben écoute, je te remercie, Chanel. C'était une excellente discussion. J'ai adoré pouvoir partager tout ça avec toi. Puis je te C'était bien remercie plaisant. encore. Plaisir, merci à toi de m'avoir invité.